Mon nom est Corina Borianadon, je suis professeure au département des sciences d'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. En fait, mes travaux s'intéressent au regard et aux pratiques des acteurs scolaires à l'égard de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Ma collègue Sivan Hirsch et moi, on a travaillé avec plusieurs partenaires, dont la Direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle du ministère de l'Éducation, sur la conception de fiches régionales, donc une fiche pour chacune des 17 régions administratives du Québec, des fiches qui permettent de faire un portrait, en fait, de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique qui caractérise ces régions-là. Dans le fond, l'idée de ces fiches-là, on appelle ça des clés pour comprendre la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique, dans la visée de justement rendre visibles des choses qui, des fois, dans une région, bien, on pense que c'est une région plutôt homogène, hein, donc de rendre visibles certains phénomènes de la diversité qui peuvent parfois rester là, latents pour les acteurs scolaires. Alors, quand on parle de diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique, on est déjà en train de circonscrire cette diversité-là. Parce qu'on pourrait parler de la diversité sur plein d'autres marqueurs. Pensons aux marqueurs socio-économiques, le genre, l'âge, etc. Mais si on se concentre sur ces marqueurs-là, on peut d'abord mettre en lumière que la société québécoise, elle est diverse depuis ses débuts. En fait, ça, c'est quelque chose d'important. On a souvent l'impression que la société québécoise est une société homogène, hein, et que le Québécois, quand on pense au le Québécois, bien, on pense à un homme blanc francophone. Pourtant, le Québec a de multiples visages, et ça, depuis, même avant qu'il s'appelle le Québec. Donc, on peut déjà penser à la diversité historique liée à la présence des Autochtones, Premières Nations, Métis, Inuits sur le territoire qu'on appelle le Québec aujourd'hui. On peut penser aussi à la présence des peuples colonisateurs et aux différentes vagues migratoires qui se sont, dans le fond, amalgamées à eux. Et on peut penser à aussi des vagues migratoires plus récentes, donc des Québécois qui sont arrivés dans les derniers mois, ou peut-être certains arrivent encore aujourd'hui. Quand on regarde de plus près, en fait, c'est une région qui est elle-même très diverse. Donc, les données ministérielles sur lesquelles on s'est appuyé pour construire les fiches régionales nous indiquent qu'en 2016-2017, il y avait près d'un élève sur 6 de la capitale nationale qui fréquente les écoles de la capitale nationale qui était issu d'immigration. Un élève sur 6, on peut penser qu'une classe a environ 25-30 élèves. Ça nous donne déjà un aperçu de la représentation de ces élèves-là dans l'effectif scolaire de la capitale nationale. Une autre chose qui est intéressante à mettre en lumière, c'est le fait que ces élèves-là, en fait, ne se concentrent pas de la même façon, ne se distribuent pas de la même façon sur le territoire. Donc, il y a des écoles, par exemple, qui peuvent avoir jusqu'à 60% de leurs élèves qui sont issus d'immigration, alors que d'autres vont être près du zéro, hein, auront une présence, disons, minime d'élèves issus d'immigration. Des 170 écoles que compte la capitale nationale, il y en a seulement 2 qu'on a identifiées qui ne comportent aucun élève issu de migration. Donc ça, c'est un argument qui me semble fort pour dire que peu importe le nombre d'élèves qui se retrouvent là, dans nos classes, dans nos milieux scolaires, on doit prendre en compte la diversité, d'autant plus dans des milieux justement homogènes où ces élèves-là sont en faible présence pour qu'on puisse justement adapter nos pratiques à leur égard. On a dénombré 108 langues déclarées par les élèves, toujours en 2016-2017 dans la région. 108
langues déclarées, que ce soit des langues maternelles, donc la première langue apprise et encore parlée par l'élève, ou encore des langues d'usage, les langues parlées à la maison. Mais 108, ça montre une diversité déjà, hein, la diversité dans cette diversité. Au-delà des chiffres là, comme tels, des données qu'on peut avoir dans nos milieux pour aborder la diversité, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ça comme des ressources pour pouvoir justement la reconnaître, en prendre acte et qu'au quotidien, on puisse être à l'écoute des besoins de nos élèves. En fait, parce qu'on peut penser à des milieux très, très contrastés dans la capitale nationale, des milieux où, par exemple, la diversité est très saillante, la présence des élèves issus de migration est nombreuse, elle est très visible par les acteurs scolaires. Dans d'autres milieux, c'est peut-être beaucoup moins le cas avec 1 ou 2 élèves présents, par exemple, dans un groupe classe. Mais ça n'empêche pas que d'un côté ou de l'autre, on doit prendre en compte les besoins des élèves et on doit préparer l'ensemble de ces élèves-là à vivre dans une société plurielle. Donc, parler de la diversité, c'est aussi s'intéresser aux gens autour de nous, là, pensant à nos élèves et à leurs familles. Et parfois, dans les mots qu'on utilise, bien, on peut justement, je dirais, enfermer une personne. Il y a un certain malaise, un certain inconfort de parler de la diversité. Donc, avoir les termes pour pouvoir en parler, savoir faire les nuances entre les différents marqueurs qu'on mobilise, bien, ça devient comme un outil pour aussi se sentir plus à l'aise et peut-être aussi plus responsable face à cette prise en compte de la diversité. Les choix des termes ont aussi des fois une charge émotive, hein, parce que quand on nomme la diversité, bien, on est en train de désigner un groupe. Donc, en faisant ça, on lui impose à quelque part une catégorie, mais aussi, on peut nommer la diversité pour s'auto-identifier aussi comme membre d'un groupe. Donc, quand je dis une charge émotive, une charge identitaire, les mots sont porteurs de sens, ils permettent de construire et ils permettent à la fois de reconnaître, mais aussi des fois de renforcer les frontières entre les groupes. Je suis une enfant métisse, fait que nécessairement, je me suis questionnée sur ma culture toute ma vie. On me renvoyait à ma culture aussi toute ma vie. Je veux dire, pas un jour, on m'a pas demandé « tu viens d'où? Je suis québécoise. » Non, non, mais tu viens d'où? Fait que là, jusqu'à quand est-ce qu'on est québécois ou qu'on arrête de l'être? C'est quelque chose qui est très, très flou. Quand on parle de la diversité, on vit des fois un inconfort, hein, pour savoir bien, quels mots utiliser pour en parler. Ça peut faire en sorte que des gens, bien, en fait, s'empêchent de parler de la diversité, justement pour avoir peur de faire des faux pas ou de ne pas dire les bonnes choses. Alors, les fiches visent justement à outiller le personnel scolaire, permettre d'avoir accès aux termes qu'on emploie pour parler de cette diversité-là. Je m'appelle Itamar Weiner, j'ai 14 ans, je suis né à Québec, mais mes 2 parents sont israéliens de naissance. Ben, moi, dans ce que je connais de mon école, c'est assez diversifié. Il y a des élèves de tout âge, de toute région. Dans ma classe, il y a des Français, il y a un Vietnamien, il y a des Colombiens, il y a quelqu'un qui vient du Kenya, il y a il y a 2 personnes du Maroc. C'est majoritairement des 2e générations, mais il y a aussi quelques premières générations d'immigrants. Au sein des élèves issus de migration, une première distinction de ce qu'on appelle le statut générationnel, donc première génération ou 2e génération. Première génération, ça veut dire, dans le fond, un élève qui est lui-même né à l'étranger, alors que 2e génération, c'est un élève qui est né ici, mais un de ses parents est, lui, né à l'étranger.
Chez nous, on a plus ou moins 14 % d'élèves issus de l'immigration sur l'ensemble de la population du centre de service scolaire des Premières Seigneuries. Puis, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont le statut que leurs parents là, viennent comme travailleurs qualifiés. Puis ils sont originaires, par exemple, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Puis sinon, on a eu beaucoup aussi de Syriens qui sont venus dans les dernières années à cause de la guerre. Ces élèves-là, ils ont le statut de réfugiés. Il y a différents statuts avec lesquels on peut rentrer ici à la société québécoise comme immigrant. Donc, c'est là où on va faire les différences, par exemple, entre réfugiés, immigrants économiques, réunification familiale. Ces différentes catégories-là amènent des défis différents dans le parcours migratoire de la famille et aussi, par conséquent, de l'élève. Nos parents parlent majoritairement hébreu avec nous, mais des fois ils parlent en français parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas, mais majoritairement en hébreu. Mais moi je réponds majoritairement en hébreu aussi, mais des fois en français. Puis ma soeur puis mon frère, ils leur répondent plus en français parce que moi ma langue maternelle c'est l'hébreu parce que c'est de cette langue-là qu'ils me parlaient quand moi j'étais petit. Mais mon frère et ma soeur, moi je leur parlais en français vu que j'étais déjà allé à la garderie et tout ça. Donc leur langue maternelle c'est le français, ils parlent un peu moins bien hébreu. Mais c'est ça. On propose d'utiliser le terme bilingue ou plurilingue pour parler de ces élèves qu'on considère allophones, puisque ces élèves, en fait, ne sont pas allophones. Ce n'est pas qu'ils sont à l'extérieur du groupe des francophones. Ils sont en train, tranquillement, de l'apprendre et de s'y insérer. À la maison, on parle en arabe parce que j'aimerais mes enfants pour apprendre l'arabe aussi, parce qu'ils ne sont pas connaître tous les mots en arabe. Si on a perdu les langues arabes, c'est pas bon pour nous. Donc, à la maison, on parle l'arabe. Mais quelquefois, je demande mes enfants pour un petit peu parler le français, pour le prendre pratiquement ou sans voir les télés, le français. Mais toutes les journées, normalement, on parle l'arabe. Les termes de bilinguisme et plurilinguisme permettent justement d'accorder une place à toutes les langues du répertoire linguistique de l'élève. Donc, un élève qui est d'immigration récente, qui est en apprentissage du français, a besoin aussi de sa langue maternelle, de la langue d'usage à la maison, de l'ensemble des ressources de son répertoire linguistique pour être en mesure d'apprendre le français. Donc, les termes de plurilinguisme permettent justement d'accorder une place, de valoriser ces langues-là et de les voir, en fait, en complémentarité et non en concurrence les unes avec les autres. Allophonie et immigration, ce ne sont pas des phénomènes qui se superposent. On peut être immigrant et francophone. Dans le fond, c'est le cas de plusieurs immigrants qui arrivent au Québec, puisqu'on a une grille de sélection dont un des critères est la connaissance du français. Et on peut aussi, à l'inverse, être non issu d'immigration, donc troisième génération et plus, mais être aussi allophone, dont notre première langue acquise et encore comprise ne serait ni le français, ni l'anglais, ni une langue autochtone. Donc, connaître ces termes nous permet d'apporter des nuances et pas d'amalgamer des phénomènes comme étant des synonymes. Je parlais français. C'était pas vraiment un français comme ici au Canada comme les Québécois. C'était très difficile pour moi de comprendre quelques mots, mais je demandais et eux ils me disaient qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que c'était très difficile pour moi, je comprenais rien. Des fois je ne savais pas. Même si elle m'expliquait, j'étais toujours mais je comprends pas ce mot.
il faut savoir qu'on n'a pas des données pour appréhender l'ensemble des marqueurs de cette diversité. Donc, les données ministérielles, par exemple, ne nous permettent pas de dénombrer de façon spécifique la présence des élèves autochtones, des élèves de minorités religieuses ou de minorités de groupes racisés. On peut aussi réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire le « nous », le « nous » au Québec. Qu'est-ce qu'on veut dire? À quoi on se réfère quand on utilise ce « nous » là? Et c'est une question qui est importante parce que quand on a un « nous » exclusif, qui est basé, par exemple, sur les liens générationnels avec le peuple fondateur. On peut penser à Québécois de souche, Canadiens français. Bien, en fait, ça témoigne d'une réalité historique, mais ce « nous » là, en fait, exclut les autres groupes sociaux qui sont venus et qui cherchent aussi à contribuer à la société québécoise. Ce que j'aime beaucoup dans les questions des mouvances identitaires, est-ce que vous vous sentez québécois et qu'est-ce que c'est que d'être québécois? Et j'ai eu envie de répondre, mais est-ce qu'on peut être québécois et autre chose? Est-ce qu'on est comme... l'identité peut avoir de multiples facettes et être constamment en mouvance. Justement, j'ai grandi au Maroc, j'avais peut-être des références du pays. Après, quand j'ai bougé en France, j'ai rajouté à mon identité. Aujourd'hui, je suis ici, j'apprends les expressions québécoises, mais aussi la façon d'être québécoise, ça rajoute une super richesse à mon identité qui va être multiple. Pourquoi on se pense toujours que comme on doit avoir une seule et unique identité.